Il y a quand même un symbole sur le fait qu'il y a une direction très nette prise par la France sur le nucléaire. Pourquoi les GAFAM s'intéressent au nucléaire? Parce qu'il y a un vrai besoin énergétique de leur côté. Quand on regarde l'alliance des SMR, donc l'alliance industrielle pour lancer une chaîne industrielle des SMR européens, quand on voit les projets qui sont crédités par l'Union européenne, moi je suis assez surpris. Parce que dans l'eau, vous avez quand même des projets américains. Ce qui est quand même curieux. Le but, vous voulez faire une chaîne européenne. Votre premier concurrent, ce sont les États-Unis. Quelle a été la première cause de décès de soldats américains sur le front de l'Irak? C'est l'approvisionnement en combustible. Il y a le dérèglement climatique qui fait qu'on va devoir se décarboner. Les États-Unis, dans les années 90, disaient qu'ils devaient se décarboner. Frédéric Janin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Cercle du média, donc Risque Intel Média. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Frédéric Janin, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes un expert reconnu dans le domaine de l'énergie, mais également des matières premières, avec une spécialisation particulière sur les questions nucléaires. Au sein de l'IRIS, donc, vous analysez les dynamiques complexes qui lient l'énergie, la sécurité internationale et les politiques climatiques. Vos travaux portent notamment sur l'impact des nouvelles technologies nucléaires comme les Small Modular Reactors, SMR, on en reparlera, et leur rôle dans la transition énergétique mondiale. On est ravis de vous accueillir parce qu'on voulait aborder cette question de l'énergie chez Risque Intel Média, qui est une question particulièrement essentielle pour les professionnels du management des risques, mais aussi dans la tech. Et avant d'embrayer sur le sujet, parce qu'on va parler de plein de thèmes, j'aimerais parler d'une actualité récente qui nous est un peu tombée dessus avant de préparer cet entretien. C'est le limogeage ou le départ, je ne sais pas comment on doit l'interpréter, de Luc Rémont, donc, qui dirigeait EDF, et qui sera donc remplacé par Bernard Fontana, qui donc dirigeait Framatome. Qu'est-ce que ça signifie, ce départ? Est-ce qu'on doit l'interpréter comme un changement de politique énergétique au sommet de l'État? Alors, de changement de politique énergétique, je ne dirais pas ça. Quelque part, ce n'est pas si surprenant étant donné le récent rapport de la Cour des comptes qui met en doute la capacité d'EDF à gérer l'implantation de ces nouveaux EPR. Aujourd'hui, la France est dans ce qu'elle appelle une relance nucléaire. Elle prévoit 6 nouveaux EPR, donc des réacteurs nucléaires de forte puissance sur son territoire. Et ce rapport de la Cour des comptes met en doute la capacité d'EDF à gérer ces projets, de par les travaux actuels, je pense notamment à Hinkley Point, avec les retards de planning, les dépassements de budget. Et par ailleurs aussi, en fait, ce qui ressort de ce rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il y a une défaillance organisationnelle chez EDF, et par ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément un retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, un manque de transparence? Il y a un manque de transparence, ça a été ça a été vraiment explicité par la Cour des comptes sur la rentabilité, notamment de Flamanville. Est-ce qu'aujourd'hui, l'EPR de Flamanville est rentable au vu de tous les dépassements qui ont eu lieu? Ce que laisse entendre la Cour des comptes, c'est probablement pas. Donc, en soi, son départ n'est pas si surprenant. Après, il faut quand même lui reconnaître d'avoir fait avancer d'avoir réglé un certain nombre de problématiques industrielles chez EDF. Et puis, bon, il y avait quand même un conflit sur le prix de l'électricité, notamment pour les industriels. Parce que l'industriel ne paye pas le même prix que le citoyen normal, vous avez un prix différé. Et la négociation s'est mal passée. D'accord. Voilà, dans le cadre de la sortie de l'ARENH. Après, on rentre dans des considérations un petit peu techniques sur la question de fixation des prix de l'électricité, mais en soi, son départ ne me surprend pas. Ce qui est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est la nomination de l'actuel directeur général de Framatome, M. Fontana, qui vient donc de l'industrie nucléaire, et quelque part, il y a peut-être quelque chose de symbolique là-dedans. Alors certes, c'est quelqu'un qui est compétent, qui est à la tête de très grosses entreprises, et qui a su gérer des situations de crise, je pense notamment au cas ArcelorMittal. À l'époque, il était à la tête de l'entreprise, si je ne me trompe pas. Donc, il y a quand même un symbole sur le fait qu'il y a une direction très nette prise par la France sur le nucléaire. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Ouais, parce qu'on le rappelle, donc EDF, c'est pas que le nucléaire, hein, c'est toute la production d'énergie, quelle qu'en soit la source, tandis que Framatome,
fait du nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que fait Framatome? Alors Framatome fabrique les réacteurs, tout simplement, avec un particularisme sur les cuves. Voilà. Et c'est une filiale d'EDF qui fabrique les réacteurs. Voilà, c'est ça. Donc on a en fait plusieurs acteurs dans le nucléaire. On va voir EDF, on va voir Framatome qui fabrique les centrales, on va voir Orano. Vous avez fait un passage court chez Orano notamment, qui gère l'approvisionnement en matières premières, si j'ai Et bien la compris. fabrication du combustible. Voilà. Et le Donc là, cycle, l'aval, tout le traitement des déchets. ok. Donc là, on a la nomination de quelqu'un qui vient du nucléaire à la tête d'EDF. Donc on peut interpréter ça comme une direction. Oui, une volonté de créer des synergies entre les deux industries, même si elles sont très liées par essence. Ouais. C'est vrai qu'on a toujours cette image de confrontation à l'époque avec Areva, EDF. Bon, c'est un peu simplifié de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a clairement une volonté de faire une convergence. Très intéressant, d'autant plus que, pour être honnête et pour alerter notre public, que nous, l'objectif de l'entretien, c'était notamment d'embrayer sur cette question euh, je dirais, de l'entrée sur la scène des GAFAM sur les questions énergétiques, parce que là, on vient de parler d'EDF. EDF, c'est l'État quelque part, mais ce qu'on constate, c'est que les GAFAM, qui sont des acteurs privés, a priori, s'investissent de plus en plus dans ces questions nucléaires. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je rappelle notamment que Google, Microsoft et Amazon ont investi beaucoup, notamment dans les SMR, donc ces fameux petits réacteurs nucléaires. Donc Google a signé un partenariat avec Kairos Power pour déployer des SMR d'ici 2030, par exemple. Alors que Google, pourquoi tout d'un coup? Microsoft, de la même manière, veut lancer une unité aux États-Unis. D'autres exemples, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les GAFAM, qu'on connaît dans la tech, hein, n'est-ce pas, s'intéressent à cette question énergétique? Alors, ça, c'est une vraie question à l'heure actuelle et un sujet qui monte, à mon sens. Pourquoi les GAFAM s'intéressent au nucléaire? Parce qu'il y a un vrai besoin énergétique de leur côté. Aujourd'hui, les data centers, c'est l'épicentre de toute l'économie numérique. C'est là où vraiment se fait l'échange d'informations, enfin, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, la consommation de ces data centers, enfin, en 2022 pour être très précis, est de l'ordre de 460 terawatts, si je ne me trompe pas. Ce qui est un petit peu plus que la consommation française. Donc c'est déjà considérable. La consommation globale française, vous voulez dire? D'électricité française. Ok, Voilà. donc de tous les citoyens, plus entreprises qu'on... C'est ça. Donc, les data centers consomment plus d'énergie que la France. Si on en croit les différents scénarios de l'AIE, de la World Nuclear Association, toutes ces choses-là, cette consommation d'ici seulement 2026, 2028, en tout cas avant la fin de la décennie, devrait atteindre les 1000 gigawatts. C'est considérable. C'est la consommation du Japon. C'est un chiffre qu'on cite régulièrement. C'est considérable, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est extrêmement court. C'est à très courte échéance qu'on va se retrouver avec une demande massive d'énergie pour ces data centers, pour les besoins de l'intelligence artificielle notamment, mais pas que. Pas que. Donc, bien évidemment, il y a un besoin de trouver une solution de court terme, et idéalement décarbonée, parce qu'il y a aussi une question d'image, hein, soyons honnêtes. Aujourd'hui, on ne peut pas alimenter des data centers avec du charbon, parce que tout de suite, vous avez une répercussion d'image, même si c'est le cas en réalité. Donc la solution de court terme qui semble la plus efficace, c'est ces fameux SMR, ces petits réacteurs modulaires. Alors peut-être pour expliquer ce que c'est qu'un SMR. Justement, allons-y. Voilà, alors c'est déjà, pour le comprendre, qu'est-ce que c'est déjà le cœur d'un réacteur? Le cœur d'un réacteur d'une centrale nucléaire, c'est le réacteur à proprement parler, où vous allez avoir toute la réaction de fission. Et puis tout autour, vous allez avoir un cortège de dispositifs pour valoriser cette chaleur sous forme de vapeur qui va venir alimenter une turbine et produire de l'électricité, etc. Donc là, vous êtes quand même sur un dispositif qui est très lourd, très volumineux, qui va nécessiter des milliards d'euros d'investissement sur des années, voire des décennies, si on prend Flamanville. Un SMR, en théorie, c'est tout ça, mais compressé dans un seul module, compact, lui-même imbriqué dans différents modules, standardisé, etc. Bref, c'est un dispositif qui est beaucoup plus petit, mais qui va coûter beaucoup moins cher, potentiellement, et qui va pouvoir être déployé beaucoup plus rapidement. Alors certes, on va produire moins d'électricité, mais le coût unitaire va être suffisamment bas pour parvenir à une rentabilité. Encore une fois, tout ça, ça reste très théorique parce qu'il y a beaucoup de barrières à la mise en place de ces SMR, des barrières industrielles, réglementaires, etc. On y reviendra peut-être. Donc, pour les acteurs pour ces GAFAM qui ont besoin de beaucoup d'électricité à court terme, sans émissions de gaz à effet de serre, eh ben, forcément, c'est une solution qui est extrêmement intéressante. D'où le fait que depuis 2023,
vous avez beaucoup d'investissements qui sont faits dans la filière. Donc vous en Mhm. avez cité quelques-uns, mais ça va même plus loin, hein. Vous avez Microsoft qui est en affaire avec un fournisseur d'électricité à base de fusion nucléaire. Donc ça a du mal à croire comment ils vont y arriver à échéance 2028, ce qu'ils ont annoncé. Mais en tout cas, il y a énormément d'effervescence sur ces technologies innovantes. Est-ce qu'ils vont y arriver? Honnêtement, je ne sais pas. Ils ont la capacité de mettre beaucoup d'argent sur la table. Mais, comme je vous le disais, il va y avoir beaucoup de barrières. Et quelque part, pour l'instant, je pense que c'est quand même beaucoup de greenwashing, hein. Il faut être honnête. Mais en tout cas, il y a un intérêt, ça c'est certain. Et puis, il y a une autre dimension. Déjà, c'est qui les GAFAM? Alors, les GAFAM, moi, je vais plutôt parler de Big Tech, parce que les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, etc. Mais vous en avez d'autres, vous avez Oracle, etc. Ce sont des entreprises qui ont des stratégies monopolistiques, qui vont créer des monopoles et des dépendances. Et par ailleurs, agréger un certain nombre d'entreprises annexes. Je m'explique. Si vous voulez, par exemple, faire du e-commerce. Et bien, si vous voulez toucher suffisamment de gens aujourd'hui, vous allez devoir passer par les plateformes Amazon, les produits Amazon. Si vous voulez faire un site internet pour votre média, pour votre entreprise, vous allez devoir passer par les outils Google. Parce que D'ailleurs, nous sommes sur YouTube. vous êtes sur Et YouTube. n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et voilà, YouTube qui C'est bon appartient pour à le Google. référencement. Voilà. Mais voilà, vous allez passer par leurs outils, parce qu'aujourd'hui, ce sont les plus performants. Et puis par ailleurs, Google vous permet de créer un site internet sans recourir à des gens qui ont des compétences extrêmement développées en informatique. Donc, vous êtes quelque part dépendant de ces services-là. Vous donnez vos données, vous payez des forfaits, des choses comme ça pour eux. Et puis par ailleurs, vous avez des entreprises qui vont innover, qui vont devoir utiliser ces services-là. Ben, de cette manière, elles vont s'agréger à l'écosystème de ces GAFAM. Prenez une entreprise comme Waze. Waze a été rachetée, alors je ne sais plus par quel GAFAM, parce qu'elle utilisait ses Google. produits. Voilà, par Google, parce qu'elle utilisait ses produits. Bref, voilà, ça crée des écosystèmes et finalement tout s'agglomère. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'aller sur la même chose avec l'énergie? Regardez par exemple, il me semble que c'est Google et Microsoft, les deux, un en particulier, je ne sais plus lequel, qui travaille avec Engie, qui travaille sur l'optimisation des énergies renouvelables. C'est-à-dire que par leur système numérique, ils vont être en mesure, notamment pas que, d'anticiper la demande de par la gestion de bases de données connectées au réseau auquel elles ont accès. Et via l'IA, un petit peu. Via l'IA aussi, exactement, tout ce qui est Internet of Things. Donc, va être en mesure d'anticiper la demande, mais aussi l'offre en fonction des conditions météo, en fonction de l'expérience, les données acquises, etc. Elles font des projections et à partir de leurs outils, elles vont moduler la grille électrique, elles vont moduler la diffusion de l'électricité pour obtenir un optimum. Donc concrètement, si vous utilisez ces systèmes numériques, vous augmentez la performance des énergies renouvelables potentiellement de 20%. En tout cas, c'est les chiffres annoncés par Engie. D'accord. Voilà, donc c'est absolument considérable. Les chiffres annoncés par Engie, Euh, qui feraient donc des partenariats avec... Oui, aujourd'hui, vous avez déjà les acteurs du numérique sont déjà en partenariat avec les secteurs de l'énergie, bien sûr. Oui, D'accord. oui, absolument. Mais ça va encore plus loin. Ça, je vous parle de l'actuel. Mais aujourd'hui, vous avez aussi des stratégies qui sont mises en place, encore Google, Microsoft, Amazon également, pour maximiser les investissements vers les énergies innovantes. La géothermie, le renouvelable, le nucléaire innovant et le nucléaire tout court. Ok. Maximiser les investissements, des achats sur le très long terme, mais l'objectif, c'est pas seulement de les alimenter eux, c'est également de revendre le surplus d'énergie à un prix compétitif, sans être connecté au réseau public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, ils acquièrent d'une manière ou d'une autre, par des investissements directs, indirects, des capacités de production d'énergie et redistribuer cette énergie via leur propre réseau privé, ce qui les exempte notamment aux États-Unis d'un certain nombre de contraintes réglementaires, pour venir alimenter des clients qui peuvent être potentiellement des industries innovantes qui ont besoin de beaucoup d'électricité bas carbone et un coût compétitif. Donc là, vous retournez dans ce schéma de dépendance. Vous êtes une entreprise qui développe des technologies innovantes. Vous avez besoin d'énergie pas chère pour devenir compétitif, pour minimiser au maximum vos coûts. Vous allez passer par Google, par Amazon, par Microsoft, que sais-je, qui vont vous proposer ça sur des contrats très long terme. Mais vous rentrez dans leur écosystème. Et après, vous avez tout ce système qui est mis en place pour l'agglomérer. Donc aujourd'hui, honnêtement, je vous donne ça comme une affirmation. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions. Mais c'est une tendance de fond, je trouve. Si je peux me permettre un commentaire, il faut rappeler à notre public, prenons l'exemple d'Amazon, qu'à l'origine, il s'agissait, on va dire, d'une librairie en ligne, n'est-ce pas, qui ensuite s'est étendue à la livraison d'autres types de biens, qui a dû déployer une infrastructure cloud pour ses besoins propres. Une fois que cette infrastructure cloud
et ces services cloud sont arrivés à maturité, ont été suffisamment performants, c'est là que Amazon s'est mis à les commercialiser à l'extérieur, ce qui permet aujourd'hui à ce qui était une librairie en ligne d'être un leader avec AWS, du cloud, des data centers, et donc ce qu'on appelle un hyperscaler. Donc le scénario que vous êtes en train d'anticiper, les questions que vous posez, en fait, c'est de vous demander au final, OK, si on laisse ces acteurs-là pénétrer sur le marché de l'énergie, pourquoi ne feraient-ils pas la même chose quelque part? S'ils ont pu être capables d'être leaders sur des secteurs où ils n'étaient pas à l'origine. Donc, C'est la même logique. Mm. C'est exactement la même stratégie. C'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui. Et il faut noter un élément aussi, alors là, on va rentrer dans l'aspect géopolitique, c'est que aujourd'hui, ces services numériques aux États-Unis, ils ont un service dédié. Ils ont un service à part. Mais aujourd'hui, en Europe, vous passez par les services Amazon, Google, etc. Ça reste les GAFAM qui restent promoteurs des systèmes américains, mais là, vous êtes dans un système fermé. Mais en Europe, on repose complètement sur ces systèmes-là. Sur ce sujet, voilà, vous pouvez par exemple citer un excellent livre d'Ophélie Coelho qui a très très bien décrit qui a très très bien décrit toutes ces choses-là. Là, je préfère la citer, qui a très très bien décrit cet écosystème-là. Et aujourd'hui, vous avez des bribes de cette stratégie qui émergent dans le secteur de l'énergie. Donc moi, j'ai beaucoup de questions. Et d'ailleurs, pour embrayer sur l'actualité, vous avez sûrement vu que la France et une vingtaine d'autres pays se sont engagés à tripler les capacités nucléaires mondiales. Ce qui paraît assez irréaliste, mais bon, au moins on arriverait sur une multiplication par 2, potentiellement. Les GAFAM, en tant qu'acteurs privés, se sont engagés dans la même chose. Ils parlent même d'une signature, alors je ne vois pas ce qu'il y a signé, mais en tout cas, ils se sont engagés à être des promoteurs de cette industrie nucléaire. Donc, vous voyez, c'est des acteurs privés qui jouent quelque part le rôle des États. C'est pas nouveau, mais là, on est sur le secteur de l'énergie, où ils étaient déjà un petit peu présents, mais ça monte en puissance aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je trouve ça intéressant, et moi j'aimerais faire le lien avec les SMR parce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que les réacteurs nucléaires classiques, on va dire, même ceux avant les EPR, nécessitaient des investissements, et nécessitent toujours des investissements tellement considérables qu'au final, seuls les États étaient capables d'assurer ces investissements. Et en fait, avec les SMR, est-ce qu'on peut considérer que des acteurs privés, bon, avec des moyens quand même considérables, mais qui ne sont pas des États non plus, finalement, est-ce que les SMR ouvrent la possibilité pour des acteurs privés de jouer le rôle que les États occupaient avant? Théoriquement, j'ai envie de dire oui. Regardez, on va retourner encore sur les GAFAM, mais prenez par exemple une entreprise comme OpenAI, Sam Altman. Sam Altman, il est également président du conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelle Oklo, qui fait des SMR. Et quelque part, la finalité, c'est peut-être de faire le double jeu transition numérique avec OpenAI et transition numérique avec Oklo. Faire une convergence des deux pour créer un super système économique, énergique, numérique, etc. Et c'est à la portée, oui, des entreprises. Si on parvient à obtenir cet optimum industriel qu'on attend, qu'on a du mal à voir apparaître pour les SMR, pour faire des SMR rentables, oui, vous aurez en théorie quelques centaines de millions d'euros à investir. Bien moins que les quelques milliards. Et surtout, ça sera un système potentiellement mobile. C'est ça. Mobile. Ah oui, alors les SMR... Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, il faut être précis. Vous avez... SMR, déjà, c'est un peu un abus de langage. En fait, Small Modular Reactor, c'est moins de 300 MW. Alors, pour donner un ordre d'idée, le PR de Flamanville, si je ne me trompe pas, c'est 1600 MW. Un SMR, c'est moins de 300 MW et ça va jusqu'à 10 MW. Et en dessous, vous arrivez sur des micro-réacteurs et ceux-là sont mobiles. Bon, vous avez aussi des SMR mobiles. Mais bon, ces micro-réacteurs, vous pouvez les mettre dans des conteneurs, vous pouvez potentiellement les mettre sur des bateaux. Ça existe déjà. Vous avez des barques qui sont des centrales SMR qui existent déjà en Russie. D'accord. Ce qu'on a dans les sous-marins nucléaires, par exemple. Techniquement, on va vous dire que c'est sensiblement la même chose. D'accord. D'ailleurs, fait intéressant, un pays qui était très en avance sur les SMR, c'était l'Argentine. L'Argentine avait un SMR qui s'appelle... on va parler au présent, qui s'appelle CAREM. CAREM était directement repris des technologies de propulsion nucléaire des sous-marins argentins de l'époque de la dictature. Ça a été repris et ça a été bon. La politique Milei fait qu'aujourd'hui, le projet CAREM s'est vu couper de ses financements, mais bon, bref. Mais bon, pour revenir à la question, oui, vous pouvez avoir des acteurs privés qui se dotent en théorie de tout ça. Et pour rebondir sur ce que vous indiquez là sur les réacteurs nucléaires argentins, l'énergie nucléaire est quand même très liée au niveau civil et au niveau militaire. J'ai vu qu'il y avait des inquiétudes par rapport
à la prolifération du nucléaire, sur les logiques nucléaires. Là, vous évoquez notamment la mobilité de ces petits Ouais. réacteurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces inquiétudes liées au SMR, justement, en termes de prolifération du nucléaire, mais alors dans le côté militaire? Ouais, alors c'est une très bonne question. Déjà, la question de la dualité. Ouais. La question de la dualité, c'est-à-dire l'usage civil et militaire d'une technologie, côté américain, c'est complètement acquis. Si une technologie peut être militaire, elle sera militaire. Côté russe, on n'en parle pas vraiment, mais bon, on se doute qu'ils le font, et ils l'ont fait par le passé. Et côté chinois, c'est clairement explicité dans les plans quinquennaux. Les derniers plans quinquennaux pour le développement industriel, etc., font état de la nature duale de ces technologies innovantes. Quinquennaux pour la Chine, c'est 5 ans ou 50 ans? 5 ans, tous les 5 5 ans. ans. C'est tous les 5 ans, mais, Tous les 5 ans, mais vous ils ont avez... quand même une vision. Oui, ils ont une vision à long terme. Ouais. Pour ce qui est de l'Europe, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de la dualité, etc. Est-ce qu'on veut faire du civil, du militaire? Mais bon, ça, on se fait un petit peu des nœuds au cerveau quand on regarde un petit peu ce qui se passe à côté. D'accord. Voilà, donc déjà, déjà c'est la première chose. Ensuite, évacuons tout de suite l'éléphant dans la pièce, c'est est-ce qu'on peut faire une bombe nucléaire avec des SMR? C'est la question Voilà. que tout le monde se pose. Voilà. Donc, clairement, la réponse, elle est non. Elle est non. Pourquoi? Vous avez deux manières de faire une bombe nucléaire. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la voie de l'uranium. Faire une bombe nucléaire à partir d'uranium. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez récupérer de l'uranium, vous allez extraire la partie fissible de cet uranium. C'est un isotope qu'on appelle l'uranium 235, qui est assez rare hein, dans l'uranium naturel. C'est la partie enrichissement. Vous allez enrichir l'uranium pour récupérer cette partie fissible et vous allez monter cette part à plus de 90%. Et ensuite, vous allez utiliser ce qui en sort, cet uranium ultra enrichi, hautement enrichi, pour faire une bombe nucléaire. Là, vous n'avez pas besoin de SMR. En revanche, après, vous avez la voie du plutonium. Le plutonium, vous allez mettre du combustible nucléaire classique dans une centrale, combustible à base d'uranium. Vous avez laissé relativement peu de temps dans le flux neutronique de votre centrale. Vous allez le sortir, vous allez récupérer du plutonium. Et ce plutonium, vous faites une séparation chimique, vous le récupérez, vous pouvez faire une bombe au plutonium. Là, potentiellement, il y aurait un danger avec les SMR. Parce que les SMR, vous mettez de l'uranium, vous passez dans un flux de neutrons, et après, vous avez potentiellement du plutonium. Sauf que, déjà, tous les projets de SMR à l'heure actuelle sont scrutés par l'AIEA et ont des dispositifs intégrés pour qu'on ne puisse pas récupérer ce plutonium. Rappelez-nous quel est le... l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est une branche de l'Agence internationale de l'énergie. Qui est gérée par les Nations Unies, qui s'occupe d'ailleurs de surveiller toutes ces questions de non-prolifération, de contrôle des centrales, etc. Donc, l'AIEA veille au grain, vérifie que déjà, il soit très difficile de récupérer le combustible usé dans un SMR. En théorie, l'idée, c'est que vous posez votre SMR, vous le faites tourner, et après, le constructeur vient le récupérer et s'occupe du combustible. Donc, déjà, il veille au grain. Et puis, le combustible va rester très longtemps dans un SMR. Il est prévu que le combustible reste plusieurs années, alors que pour du plutonium, c'est une histoire de quelques mois. Hein. D'accord. Donc, à la fin, le plutonium créé pendant tout le processus, en fait, va se dégrader du fait de la multiplication des réactions de fission. Donc, si vous voulez faire une bombe avec des SMR, ça veut dire qu'il va vous en falloir beaucoup, parce qu'en plus les quantités de matière sont très petites hein, dans les SMR. Donc il va vous falloir beaucoup de SMR, ça va vous coûter très cher, vous allez devoir fracturer un à un chacun d'entre eux pour aller récupérer le combustible, à minima ça va se voir. Voilà, et ça va coûter très cher. Donc ça sera beaucoup plus intéressant de passer par le schéma classique uranium, centrale de forte puissance, etc. Donc voilà, c'est pas le plus gros danger. Là où il y a un danger, moi j'en vois deux. Le premier, c'est la perte de traçabilité. Parce que ces SMR, ils sont mobiles. Ils sont mobiles. Vous avez déjà des prototypes qui sont déployés sur des barges. Je pense à l'Académique Lomonosov en Russie, qui est déployé à Pevek, dans une ville du Grand Nord sibérien, pour alimenter la ville et des sites miniers en électricité. Bon, la Russie est un pays qui a déjà l'arme nucléaire, qui essaye de se montrer responsable sur ces questions-là, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir avec elle. Mais bon, potentiellement, il y a cette question de la mobilité, de la traçabilité du réacteur, et donc la diffusion de la matière. Si vous avez un accident sur un réacteur, un SMR qui se passe extrêmement loin, les incidents sur un SMR, ce sera de l'ordre de la fuite. Hein. Voilà, c'est sur des terrains d'opération auxquels l'AIEA n'a pas forcément l'habitude. Et aujourd'hui, ils le disent. C'est vrai que c'est une vraie question qui se pose, mais ils y pensent, ils anticipent. Donc je ne suis pas non plus très inquiet là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un risque de dispersion de la matière. Le danger qui est beaucoup plus concret pour moi, c'est... Après,
si je peux me permettre, avant de que vous évoquiez votre second danger, le danger que vous évoquez, c'est en fait le danger d'accident nucléaire, Mm. mais qui n'est pas exclusif au SMR, du coup. Ah oui, donc qui n'est pas exclusif au SMR. Et pour le coup, les SMR évoluent à des températures, à des pressions qui font que vous n'aurez pas un Tchernobyl avec un SMR. Ouais, Ouais. c'est important de le rappeler, ça. Oui, oui, oui. Non, non, non. On n'est pas sur la même gamme de puissance, de système. Ouais. Et donc, le deuxième danger? Le deuxième danger qui, à mon sens, est plus important, c'est justement cette utilisation duale. C'est-à-dire utiliser des réacteurs, par exemple, pour alimenter des bases militaires, pour venir, moi, ce que j'appelle durcir des lignes de front. Des lignes de front qui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément... Prenez par exemple le cas du Grand Nord russe, de l'Arctique en général, c'est une zone de friction. Vous avez des frictions entre le Canada, les États-Unis, la Russie, etc. Bon, même si on se pose la question des rapports entre... C'est vrai qu'en regardant un planisphère, on ne se rend pas forcément compte. Mais oui, c'est une zone d'influence entre les États-Unis et le Canada, c'est ça? Des zones de friction et avec des frontières mal définies, avec des ressources qui deviennent exploitables. Avec des routes commerciales potentiellement qui vont se débloquer avec le réchauffement climatique aussi? C'est ça, tout à fait. Des ressources qui deviennent exploitables dans la région, des routes commerciales. Et d'ailleurs, c'est un danger qui est vraiment pris en compte par la Russie. Quand vous regardez un petit peu les textes réglementaires qu'on peut trouver issus du Kremlin, on voit que la notion, alors ça peut surprendre, mais ça peut surprendre certains, mais la Russie est absolument consciente du dérèglement climatique et a conscience que ça va avoir des conséquences dans le Grand Nord russe sur le maintien des infrastructures et aussi sur la porosité de cette zone. Auparavant, cette frontière était gelée, littéralement, elle n'était pas considérée comme... Bon, il y avait toujours un risque, mais... C'est le mur du Nord. Voilà, le mur du Nord. Mais ce mur du Nord, il est en train de sauter avec des navires de guerre qui passent dans ces régions-là. Et il y a une volonté russe, plus ou moins formelle, plus ou moins explicitée de la part du Kremlin, de durcir la ligne de front en multipliant les bases, vous en avez déjà beaucoup, mais de les durcir quelque part avec des SMR qui vont apporter l'énergie nécessaire pour multiplier les infrastructures. Ces zones-là sont peu développées parce que l'électricité, l'énergie est très chère là-bas. Vous devez approvisionner en combustible. C'est très compliqué logistiquement. Un SMR, vous le placez pendant 4 ans, il fonctionne. Donc ça, c'est le risque pour moi, qu'on ait un durcissement des lignes de front et par extension, ce que j'appellerais la sacralisation de territoires contestés. Prenez la Chine. La Chine est très engagée sur la question des SMR depuis un certain temps maintenant. Ils développent, notamment avec une entreprise qui s'appelle CNNC, c'est pas la seule, mais c'est une des plus importantes, des SMR sur barge. Et il y a quelques années, je crois que c'était, ça devait être 2016 peut-être, vous avez une déclaration qui a été faite au travers de la presse en Chine disant que l'idéal serait le déploiement d'une flotte de SMR en mer de Chine méridionale. L'article de presse a tout de suite disparu. C'est un truc qui arrive souvent avec la Chine. Ils publient quelque chose sur les réseaux de presse et après ça disparaît. Volontairement, involontairement, allez savoir. Mais peu importe, le message est passé. Un stagiaire qui a appuyé sur Supre. Toujours ce même stagiaire. Le stagiaire, voilà. Mais bon, l'information est passée, mais la mer de Chine méridionale, c'est une zone contestée. Vous avez les fameuses histoires des îles Senkaku, etc. Vous avez déjà des bases militaires. Avec le Japon, enfin, voilà, du Japon contestées par la Chine. Voilà, pour remettre un peu le contexte, la mer de Chine méridionale est une zone qui est revendiquée par la Chine de par un tracé, le tracé en 9 traits, qui sort d'anciennes vieilles cartes issues de la dynastie des Qing. Enfin bon, ils vont chercher très très loin pour justifier la souveraineté sur cette zone maritime qui concentre une énorme partie du commerce mondial. Le commerce maritime, c'est considérable. Et dans cette zone-là, tout particulièrement. Et puis, vous avez des ressources pétro-gazières, matières premières, etc. Donc, la Chine a déjà fortifié certaines îles contestées, qui sont revendiquées par le Japon, par Taïwan, etc. Mais imaginez qu'ils déploient un SMR sur ces îles-là. Là, l'équation, elle change. Si vous regardez les principes de sécurité de l'AIEA, si vous avez une enceinte nucléaire quelque part, si vous avez une réaction nucléaire quelque part, il faut garantir l'intégrité de ces structures et le transit du matériel, des ressources humaines, via des voies attenantes. Donc, et éviter de balancer des bombes dessus, en fait. Ça, c'est la base. C'est la base. Mais regardez Zaporijjia. Zaporijjia, la Russie, quelque part, elle a une forme de légitimité à rester sur cette centrale. On rappelle que c'est une centrale nucléaire qui est donc en territoire ukrainien, contestée par la Russie, qui a subi quelques tirs, a priori, mais qui n'a pas été détruite. Mais bon, voilà, c'était un vrai sujet. C'est ça. La Russie a envahi l'Ukraine, a pris possession de cette centrale-là, en s'imaginant qu'au début, ils pensaient que ça serait vraiment une opération spéciale. Ils pensaient que ça allait durer 3 jours, que le régime allait s'effondrer. Bon, c'est devenu une guerre. Mais les Russes sont arrivés là, ont pris le contrôle de la centrale qui se trouve être une centrale VVER de conception soviétique, soviético-russe. Donc les Russes savent
la faire fonctionner. Bah, si vous regardez les principes de l'AIEA de sûreté nucléaire, les Russes sont sur place, bah, les Russes doivent tout faire pour maintenir l'intégrité de cette centrale et l'accès à cette centrale, au personnel de l'AIEA, mais aussi aux ingénieurs ukrainiens, aux ingénieurs russes. Donc, quelque part, il y a une forme de légitimité à la présence russe sur ce territoire qu'elle a sacralisé, que la Russie a sacralisé. Finalement, ouais. Grâce au nucléaire, oui, parce qu'on ne peut pas se permettre de... Soit la Russie décide de rétrocéder, mais ça, elle ne le fera probablement jamais, en tout cas, pas dans les années à venir, mais c'est hors de question que le conflit retourne au niveau de cette centrale-là. Donc c'est une forme de sacralisation, et c'est un des dangers, à mon sens, des SMR. D'accord. Bah, vu qu'on y est sur l'intérêt, on a parlé de l'intérêt des GAFAM justement par rapport au SMR. Vous avez rédigé un rapport sur cette question justement, on va dire, de la géopolitique des SMR. Comment est-ce que les grandes puissances aujourd'hui se positionnent face à cette technologie et qui sont les grands acteurs? Vous avez parlé Russie, Chine, États-Unis, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama des grands acteurs et quelle est leur position? Puis nous parler de nous, la France également, et de l'Europe. Est-ce qu'on en fait partie ou pas? Vaste sujet. Bon, je vais essayer de la faire très synthétique, parce que le sujet est énorme. Bien sûr. Aujourd'hui, les acteurs, vous avez énormément de projets de SMR à travers le monde, plus de 80 et quelques qui sont recensés par l'AIEA. Mais concrètement, le gros des projets se concentre, du moins les plus intéressants, aux États-Unis, en Russie et en Chine. Ce sont les 3 grands leaders sur le marché. Côté États-Unis, ils s'y intéressent depuis les années 90. Alors on remonte très très loin, mais vous avez un rapport alors la traduction est un peu difficile en français, mais le comité des sciences de la Maison-Blanche, disons, technologie et sciences de la Maison-Blanche, qui dans les années 90 a sorti un rapport disant que le 21e siècle allait être un siècle extrêmement compliqué au niveau de l'énergie. À l'époque, les États-Unis n'ont pas fait leur révolution du gaz de schiste, ne sont pas devenus des exportateurs de gaz et de pétrole. On l'a oublié, mais les États-Unis dépendaient très très fortement d'importation d'énergie, notamment d'Arabie Saoudite. Et puis ils ont découvert du gaz, du pétrole sur leur sol. Enfin, il y a eu une évolution technologique qui ont fait qu'ils ont pu devenir des exportateurs nets très importants d'énergie. Mais à ce moment-là, la question c'est, on va avoir un très très gros problème parce que il y a toujours ces tensions sur les approvisionnements qui vont croissant. Et puis, il y a le dérèglement climatique qui fait qu'on va devoir se décarboner. Les États-Unis, dans les années 90, disaient qu'ils devaient se décarboner. C'est très ancien chez eux, en réalité. Et donc, ils parlent déjà de relancer la filière nucléaire, qui était déjà mal en point aux États-Unis, avec des nouveaux dispositifs innovants et polyvalents. Polyvalents, c'est-à-dire qu'on va faire des réacteurs qui sont capables d'être déployés beaucoup plus facilement pour faire de l'électricité et de la chaleur. Ça, c'est très important. De la chaleur. Aujourd'hui, une centrale nucléaire conventionnelle, c'est beaucoup d'électricité, mais très peu de chaleur. Un SMR, certaines typologies de SMR, pas tous, mais certains qu'on appelle les HTGR, peuvent produire des chaleurs qui vont 700, 1000 degrés, 1200 degrés, etc., et qui nous permettent de faire de la sidérurgie, par exemple. Travailler le métal. Vous ne pouvez pas faire de la sidérurgie avec de l'électricité. Ou du moins, ça va vous demander un effort considérable. Mais avec ce genre de technologie-là, potentiellement, vous pouvez le faire. Alors, pour être sûr de bien comprendre, pour schématiser, hein, si je peux me permettre, le réacteur nucléaire, techniquement, produit de la chaleur, qui va chauffer de l'eau, qui va devenir de la vapeur et faire tourner des turbines. On va dire que ça, c'est le schéma classique. Là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'avec les SMR, on pourrait avoir donc d'un côté cette production d'électricité, mais de l'autre côté, de la chaleur utilisée directement, si j'ose dire, dans un cadre industriel, c'est ça? Absolument. Si vous voulez, parce qu'ils sont mobiles. Une centrale nucléaire, ça va être déployé relativement loin des habitations et on pourrait récupérer cette chaleur. Mais transporter de la chaleur, c'est très compliqué, ça coûte très cher. C'est absolument pas rentable. Il y a quelques... En Suède ou en Finlande, je crois que c'était en Finlande, ils ont effectivement utilisé une centrale nucléaire pour faire de la chaleur urbaine. Et c'est pas quelque chose de rentable du tout. Et puis par ailleurs, l'essentiel des centrales nucléaires sont des réacteurs à eau pressurisée qui produisent pas beaucoup de chaleur, c'est 100, 200 degrés en sortie, c'est pas énorme. Les HTGR, SMR, là, vous pouvez atteindre des centaines, voire un millier de degrés potentiellement. Et le déployer directement dans une usine. D'accord. Voilà. Mais bon, je digresse. Pour chauffer des habitations ou pas aussi? Pour chauffer des habitations, oui. Il y a beaucoup de... Vous avez en Chine un concept qui s'appelle Happy. Je trouve ça assez amusant. Dont c'est un réacteur alors on dit pool, piscine, dont le but c'est uniquement de faire de la chaleur pour venir alimenter à quelques 100, 200 degrés des habitations. Voilà, chauffer votre baignoire avec un réacteur nucléaire.
Bon, D'accord. je pense que c'est pas aussi frontal que ça, mais oui, vous avez des projets de chaleur urbaine. Ça, vous avez beaucoup de SMR qui parlent de ça. Mais Ouais. bref, donc les États-Unis se lancent là-dedans dès le début des années 2000, avec un projet qui aujourd'hui est devenu NuScale. Je ne fais pas toute la genèse. Et aujourd'hui, vous avez un engagement du côté du pouvoir politique américain pour financer ces projets-là et aussi réformer le système de certification américain. Ça, c'est très important parce que aux États-Unis, mais partout, à l'international, même en France, etc., aujourd'hui, les réglementations nucléaires sont très prescriptives. C'est-à-dire, on a un standard technologique, on s'y tient, et votre modèle de réacteur doit se conformer à ce standard qui nous permet d'établir la réglementation. Et ça, c'est problématique pour des SMR, parce que prenez par exemple le cas d'une enceinte de confinement. Quand vous avez un réacteur, vous êtes obligé d'avoir une enceinte en béton tout autour. Mmh. Bah, sur un SMR, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'un SMR, ça n'explose pas. Voilà, ou du moins une enceinte, ça va pas servir à grand-chose. Mais aujourd'hui, vous avez des réglementations qui vous disent, bah non, vous devez faire une enceinte. Mais là, votre réacteur, il n'est pas rentable, votre SMR, il n'est pas rentable. Mmh. Donc aux États-Unis, ils font tout ce travail de réforme institutionnelle avec des systèmes de financement, de crédit à la production d'énergie, d'électricité innovante, ce genre de choses, pour faciliter la commercialisation de ces produits-là. Et par ailleurs, en parallèle de ça, vous avez le département de la Défense. Mmh. Département de la Défense. La DARPA. ça Alors, le DOD. Le DO. Le DOD, mais bon, la DARPA également. Oh, pardon. Le DARPA travaille sur des projets de réacteurs nucléaires, mais spatiaux. Mais là, c'est un autre sujet. D'accord, ok. Mais le département de la Défense des États-Unis est très intéressé par ces projets-là. Et un des premiers SMR qui devrait être déployé, c'est, enfin, en tout cas pour les besoins de défense, c'est un réacteur qui s'appelle Pelé, qui est prévu vraiment pour être déployé sur des terrains d'opération. D'accord. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont le souvenir de l'Irak. La guerre en Irak. Donc, vous avez les États-Unis qui rentrent en guerre, qui arrivent en Irak, illégalement, il faut le dire. Quelle a été la première cause de décès de soldats américains sur le front de l'Irak? Ouais, bonne question. Bêtement, je vous dirais les combats, mais a priori, j'imagine c'est pas que c'est faux. pas ça. Mais c'est l'approvisionnement en combustible. Ouais. L'approvisionnement en combustible, ça a été la première cause de décès de soldats américains. Parce que vous avez des bases qui sont déployées. Parce que la guerre, c'est de la logistique. Hein, C'est de la comme disait logistique. Napoléon. Et qu'est-ce qui fait la force des États-Unis du point de vue militaire? C'est la logistique. C'est des champions de la logistique. La logistique militaire. Mais vous avez ces bases militaires américaines qui ont besoin d'énergie. Vous avez le réseau électrique irakien qui était pas au niveau, on va dire. Donc il fallait nécessairement faire venir ce qu'il fallait, du combustible. Et sauf que c'est des trajets qui sont extrêmement vulnérables et vous avez beaucoup de soldats américains qui sont morts. Et donc c'est là qu'est qui est réapparu ce projet de SMR, qui est ancien, encore une fois. Les États-Unis, l'appareil de défense des États-Unis avait déjà développé des SMR. Enfin, c'était pas des SMR, c'était des réacteurs portables pour des besoins militaires. Vous avez un bateau qui s'appelle le Sturgis, qui a été déployé dans le canal de Panama pour produire de l'électricité pour les besoins de l'armée américaine. Vous avez également le Camp Century. Enfin, vous avez. Avec des SMR sur ces bateaux? C'était pas vraiment des SMR. On était plutôt sur des petits réacteurs nucléaires mobiles. Là, vous n'avez pas quelque chose de standard et qui est monté en module. Okay. Là, c'est vraiment un gros réacteur, enfin tout petit réacteur mobile. Et les pôles, l'Arctique, l'Antarctique, ont eu des petits réacteurs américains déployés. D'accord. Voilà, on a laissé tomber parce que ça coûtait trop cher et ça marchait pas très bien, et on va dire qu'au niveau sanitaire, ça a été un peu problématique. Vous avez des cas de cancer parmi les officiers américains. Okay. Oui, mais du fait de l'Irak, du fait de l'évolution technologique et des besoins naissants, le département de la Défense s'intéresse très très fortement à ces SMR. Et je me permets de rebondir parce que est-ce que ça pose pas un problème? Moi, je me dis, admettons, les Américains lancent une offensive contre un méchant dictateur. Est-ce que le méchant dictateur n'aurait pas intérêt, parce qu'il est méchant, à faire exploser derrière les lignes de front le dit réacteur? Est-ce que c'est quand même sécurisé d'amener proche d'une ligne de front quelque chose qui peut péter de manière nucléaire? C'est une très bonne question. Et voilà, c'est une très bonne question. Parce que qu'est-ce qu'on vise en premier en cas de conflit? C'est les infrastructures énergétiques. Voilà. L'Ukraine nous l'a appris. Donc c'est un vrai... Oui, effectivement, c'est une vraie question. Alors après, on va vous dire, oui, mais bon, si les infrastructures sont touchées, un SMR, vous n'allez pas avoir un Fukushima, vous n'allez pas avoir un Tchernobyl, ça va être très localisé. Oui, mais malgré tout, et puis il y a quand même la question de l'opinion publique. Cette industrie nucléaire, elle est très vulnérable à l'opinion publique. Clairement, on sait. Donc ça pose quand même question à ce niveau-là. Ouais, une catastrophe dans le militaire peut très bien avoir... on l'a vu, parce que, bon, parlons-en, il y a quand même l'ombre de Tchernobyl qui plane sur tous ces débats. Et derrière Tchernobyl, il y a eu les morts directes. Il y a eu aussi les morts
indirecte. Oui. Est-ce que, parce que quand vous dites par exemple, bon, un SMR qui explose, c'est pas comme Tchernobyl, admettons. Mais est-ce qu'en termes de fuite, de contamination, je sais pas, de la nourriture, des matériaux autour, et cetera, est-ce qu'on pourrait avoir le même type de risque, vous savez? Pas à la même échelle. OK. Pas à la même échelle parce que les quantités de matière sont beaucoup moins importantes sur un SMR. Malgré tout, il faut se poser la question. Et la question, je reviens là-dessus, la question de la traçabilité. Si vous déployez ces réacteurs-là sur un terrain d'opération, comment les inspecteurs de l'AIEA font pour le suivre? Comment on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise manipulation? Parce que c'est ça aussi le rôle de l'AIEA, c'est de s'assurer que les standards industriels sont respectés, que les normes sont bien appliquées. Si vous êtes sur des terrains d'intervention, comment fait l'AIEA? Zaporizhzhia, c'est déjà compliqué et pourtant la Russie fait preuve de volontarisme en laissant venir les inspecteurs de l'AIEA. Parce qu'ils ont une grosse industrie et ils veulent se montrer responsables. Mais oui, c'est une vraie question aujourd'hui. Mais vous avez besoin d'autonomie pour les militaires. Donc à un moment, il y a une balance qui se fait. Le risque, à mon sens, est réel. C'est pas du Tchernobyl, mais le risque est réel. Ouais. Bon, cela dit, derrière chaque activité militaire, il y a des risques humains. Oui, c'est certain. Ça ne concerne pas que ces centrales. Donc là, on parle des États-Unis, la Russie, la Chine ont un peu la même stratégie? Alors, pas tout à fait. Côté russe, ils ont quelque chose de très intéressant. Alors déjà, c'est intéressant de noter que le terme même de SMR est très récent pour les Russes. Ils parlent de Small Modular Reactor, bon, je ne pourrais pas le faire en russe, depuis relativement peu de temps, parce que en réalité, pour eux, les SMR, c'est quelque chose qui remonte à l'Union soviétique. En fait, ils y pensent depuis l'Union soviétique. Ah oui. Vous avez notamment un prototype qui s'appelle Pamir, qui alors aujourd'hui ce serait plus la Biélorussie, mais qui était un espèce de véhicule nucléaire, de réacteur mobile. Il ne parlait pas de SMR à l'époque, mais l'idée c'était de déployer des systèmes énergétiques dans les zones du Grand Nord, etc. Et ces technologies-là, elles ont été récupérées. La Russie, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, a perdu beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'ils ont réussi à sauver, c'est leur industrie nucléaire. Notamment avec la fondation de Rosatom, qui est la grande entreprise d'État. Ils ont gardé ce savoir-faire-là, ces technologies-là, et aujourd'hui, c'est les brise-glaces. Les fameux brise-glaces nucléaires. Ce sont quelque part un peu des SMR. Alors, il y a une question, est-ce que c'est des SMR, définition, etc. Pour moi, la finalité reste la même, ça produit de l'énergie, mais là, pour de la propulsion. L'Académique Lomonosov, dont on a parlé, c'est une centrale SMR qui fonctionne avec 2 réacteurs KLT-40S. Ce KLT-40, il est directement repris d'un brise-glace. C'est un réacteur de brise-glace qu'on a repris, qu'on a adapté, on a rajouté un S à la fin, parce qu'on l'avait un petit peu modifié. Les iPhones. Exactement, la même logique. Et ils l'ont déployé sur cette centrale pour produire de l'électricité, donc sur cette bâche flottante pour alimenter en électricité le Grand Nord, pour des opérations minières, etc. Donc eux, leur stratégie, c'est plutôt de récupérer de l'ancien pour faire du neuf. Vous en avez un autre qui s'appelle le rythme, c'est un peu la même logique, et aujourd'hui, ils visent à s'exporter. Vous avez des contrats pour des constructions d'un SMR en Ouzbékistan, ils parlent avec beaucoup de pays en Afrique, en Asie, etc., pour déployer des centrales, mais aussi des SMR. Donc eux, c'est plutôt ça leur stratégie, faire du neuf avec du vieux, et ça marche plutôt bien. Après, on peut se poser quand même la question de la santé de leur industrie, alors qui a été très facilitée. On parlait du niveau réglementaire aux États-Unis. En Russie, vous avez un organe de réglementation, mais qui est plus ou moins accolé au Kremlin. On va dire que les échanges ont été facilités. C'est pour ça que l'Académique Lomonosov est sorti très vite d'ailleurs, parce que le cadre réglementaire est soit plus efficace ou plus flexible. Bon, plus souple. Voilà, plus souple. Mais voilà. Mais malgré tout, aujourd'hui, vous deviez avoir d'autres SMR flottants lancés dans le courant de la décennie 2020. Là, on ne les voit pas arriver. On sait qu'il y a eu des retards. Et surtout, on sait que la Russie a délégué une partie des travaux à la Chine. Donc, il est possible que, de par l'impact des sanctions, directes, indirectes, parce que l'industrie nucléaire russe n'a pas été très touchée par les sanctions, à part un petit peu les États-Unis maintenant, mais c'est très récent. Il y a quand même des difficultés qui se font sentir, beaucoup de retard sur le déploiement de ces SMR, mais malgré tout, il reste très dynamique sur le nucléaire. Sans transition, donc, et la Chine? Et la Chine. Alors la Chine, les premières traces qu'on retrouve dans les plans quinquennaux, c'est aux alentours, il me semble, de 2016, où on parle de nucléaire innovant, de petits nucléaires, etc., etc. Et puis dans les derniers plans quinquennaux, là, ça a été beaucoup plus explicité, et notamment autour de l'entreprise CNNC, qui fait certains SMR chinois, et ils en parlent comme une entreprise stratégique à vocation duale.
Voilà, c'est à peu près ça les termes qui sont employés. Et vous avez un intérêt, alors on parlait de ces réacteurs pour, pour de la chaleur urbaine, il y a plein de choses. Si vous voulez, l'intérêt profond des SMR en Chine, c'est pour corriger un certain nombre de disparités sur son territoire. Disparités dans l'accès à l'énergie. Les territoires intérieurs ont un accès à l'énergie qui est plus compliqué. Donc l'idée, c'est de leur apporter ces technologies-là. Vous avez des zones qui sont extrêmement émettrices en gaz à effet de serre. Je pense à la Mongolie intérieure où vous avez des activités minières très importantes. C'est là d'où viennent les fameuses terres rares chinoises. Les fameuses terres rares, ouais. Voilà, donc potentiellement des SMR, ça peut aider. Toute l'activité économique sur les côtes, des SMR flottants potentiellement. Et vous avez aussi la question de la cohésion territoriale avec un certain nombre d'îles, notamment, où on pourrait déployer ces SMR pour sacraliser ces territoires, notamment quand ils sont contestés. Donc il y a vraiment une réflexion de fond sur les SMR qui sont faits là-bas. Pour l'instant, on a 2 SMR. Alors, un qui n'est pas complètement déployé encore, sauf erreur, qui est sur l'île du Henan, dans le sud, l'île du Sud, qui fait face au Vietnam. Vous avez un SMR qui est en train d'être déployé, alors qui est déployé dans une grosse enceinte quand même. Je pense que c'est plutôt une démonstration de force et pour faire la promotion de ça. Et plus intéressant, vous avez le HTGR de l'université de Tsinghua. Donc HTGR, donc c'est un réacteur qui produisent beaucoup de chaleur. Et là, je pense qu'il y a une optique de la Chine de faire beaucoup de promotion en vue de l'exporter. D'accord. Parce que produire de l'électricité, c'est bien. Produire de l'électricité avec un SMR, c'est très intéressant pour des pays en développement qui n'ont pas les moyens et les capacités d'absorber une centrale de forte puissance. Et puis, si ça peut faire de la chaleur, si ça peut faire de l'industrie, alors là, c'est la panacée. Et c'est un argument de vente, je pense, côté chinois, ce réacteur de Tsinghua. Donc, c'est à voir dans les années à venir. Là, pour l'instant, on regarde surtout les réacteurs flottants de par les questions de sacralité des territoires, mer de Chine méridionale, etc. Très intéressant. Ça me permet de faire la transition avec nous, n'est-ce pas, les Français et les Européens. Il y a un rapport, plutôt un communiqué de presse du Conseil de politique nucléaire qui m'a marqué, dont vous m'avez bien gentiment parlé avant cette interview, que j'ai trouvé très intéressant. J'aimerais qu'on en parle justement parce que dans les leaders que vous venez de nommer, nous n'en faisons pas partie. Et moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que la France a quand même une tradition, n'est-ce pas, de l'énergie nucléaire, une industrie qui est quand même présente. Et donc, dans cette réunion du 4e Conseil de politique nucléaire, moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Premièrement, on évoque les SMR dans ce conseil, alors que c'est vrai que nous avons des EPR, notamment, donc qui sont des gros réacteurs nucléaires, en tout cas, par rapport à ça. Et puis, il y a un deuxième point qu'on évoquera après, qui, moi, m'a marqué, c'est que le document évoque l'objectif d'atteindre la fermeture du cycle du combustible nucléaire. Bon, bref, pour faire simple, sortir de la dépendance aux matières premières, en fait, au combustible nucléaire, en relançant les fameux réacteurs à neutrons rapides. Voilà, les fameux réacteurs à neutrons rapides, pour faire simple, en revenant finalement au projet Super Phénix, qui était fermé dans les années, fin des années 90. Donc 30 ans après, on revient sur une technologie qu'on n'était pas loin de maîtriser, a priori, d'après beaucoup de rapports. Ouais. Donc, qu'est-ce qui explique qu'on ne soit pas dans le peloton de tête? Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, l'industrie française s'est érodée. Elle est toujours là, hein. Il ne faut pas être défaitiste non plus. On a des industries qui sont très compétentes sur le sujet. Vous avez Orano, vous avez Framatome, même EDF. On tape beaucoup sur EDF et malgré tout, ils savent faire des centrales. Ouais. Et ils l'ont montré, même s'ils ont mis du temps, ils l'ont montré. Alors, pourquoi on accuse autant de retard malgré tout aujourd'hui? Parce qu'on a subi de plein fouet le recul de l'énergie nucléaire avec les incidents de Tchernobyl, de Fukushima, avec des prix de l'uranium qui étaient très bas et des sociétés comme Areva, à l'époque, en ont fait les frais en termes de rentabilité, d'erreurs d'investissement, ce genre de choses. Parce qu'en fait, des prix de l'uranium bas, ça n'incite pas à innover. On se dit, au final, on reste sur d'autres modèles classiques. C'est ça ? Oui, on peut dire ça. Si vous voulez, si les prix de l'uranium sont bas, c'est bien pour les opérateurs de centrales déjà installés, mais pour un fournisseur de combustible, c'est embêtant parce qu'il faut se rentabiliser. Et une mine, ça coûte très cher. Ouais. Ouvrir des mines, quand le prix du minerai est très bas, c'est très compliqué. Financer des mines, c'est très compliqué. Donc plus les prix sont hauts, plus c'est intéressant. C'est simplifié à l'extrême. C'est très très complexe ces questions-là, mais c'est un peu l'idée. En tout cas, il y avait une volonté de sortir du nucléaire parce que la filière n'était pas suffisamment rentable. On avait une logique libérale qui était on ne va pas alimenter une industrie qui ne fonctionne pas,
malgré le fait qu'elle soit stratégique. Et puis, on avait envie de sortir du nucléaire. Le contexte n'était pas le même à l'époque. On ne se posait pas encore aussi frontalement la question du dérèglement climatique. Et donc, en soi, une industrie nucléaire qui ne fonctionne pas très bien et qui a montré qu'elle était capable de catastrophes absolues, Tchernobyl, Fukushima, etc. Bon, on va sortir de tout ça. Et vous avez bien dit, on est au 4e Conseil de politique nucléaire. Le premier, c'était Nicolas Sarkozy, qui avait siégé sur le fait qu'il y avait un gros problème avec Areva. Bon, c'est pas la seule chose dont il a parlé, mais en tout cas, c'était le gros sujet. Comment sauver Areva? Et le deuxième, c'était François Hollande. Et là, on actait le fait qu'on voulait sortir du nucléaire en fermant Fessenheim. Là, aujourd'hui, on est sur une dynamique différente, parce que le contexte est différent. Parce que dérèglement climatique, question d'autonomie, etc. Donc ça, c'est le premier point. Donc aujourd'hui, dans ce contexte d'autonomie, de relance du nucléaire, les SMR, ça intéresse évidemment, parce que c'est un moyen de démocratiser l'énergie nucléaire. Alors, si je puis me permettre, juste une parenthèse, parce que, une question, c'est, OK, est-ce qu'il n'y a que le dérèglement climatique derrière ce virage? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardonnez-moi, la fin de l'approvisionnement en gaz russe aussi? Qui Bien pose sûr. la question de comment est-ce qu'on va faire pour chauffer, faire notre industrie, etc. Oui. quoi. Donc, Même au-delà du gaz russe, il y a le gaz russe, mais il y a même la géopolitique de l'énergie en général, et notamment des hydrocarbures. L'intérêt du nucléaire, c'est quand même que c'est une énergie qui est très dense. Voilà, avec très peu d'uranium, vous faites beaucoup d'énergie, beaucoup plus que vous le faites avec du pétrole, du gaz, etc. Donc, quelque part, vous axez sur l'énergie nucléaire, vous réduisez mécaniquement votre dépendance aux approvisionnements, notamment en gaz, pour faire de l'électricité. Bon, vous aurez toujours besoin d'un approvisionnement en uranium, mais ça, on pourra y revenir. Donc oui, il y a une notion, il y a ces deux aspects-là. Il y a la décarbonation et il y a le besoin de réduire notre dépendance de l'extérieur, notamment de pays exportateurs d'hydrocarbures, la Russie. Puis aujourd'hui, on peut se poser la question des États-Unis également, parce qu'on dépend énormément des États-Unis pour notre approvisionnement en gaz. notamment de leur gaz de schiste qu'on achète Le gaz de schiste, c'est ça. à prix d'or, a priori. Bon, voilà. Parce que la géopolitique est ce qu'elle est. Voilà. Et aussi le Qatar également. Mais oui, si on relance du nucléaire, théoriquement, sur le papier, on réduit cette dépendance-là. C'est l'intérêt. Et les SMR viennent par ailleurs apporter la flexibilité, le dynamisme avec des usages plus polyvalents, etc. etc. Donc, vis-à-vis de cette filière des SMR en France, alors, c'est assez intéressant ce Conseil de politique nucléaire parce qu'il se félicite, si je me souviens bien des termes, du succès de l'appel à projet dans le cadre de France 2030, etc. Voilà, c'est une manière un petit peu polie, je ne sais pas comment dire, de ne pas dire qu'aujourd'hui on est complètement en retard. Parce que, alors, vous avez des entreprises très dynamiques en France sur ces sujets-là. Vous avez Exana, Calogena, Nucléo, etc., qui font beaucoup de communication, beaucoup de recherche, beaucoup de choses. Voilà, il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais malgré tout, on a du mal à voir apparaître le début d'une tête de série commercialisable. Aujourd'hui, vous ne voyez pas grand-chose. Et si vous prenez le projet porte-drapeau français, qui se voulait porte-drapeau européen, Neward qui est une filiale d'EDF. Alors Neward, c'est intéressant parce que quand ils ont été lancés, ils ont dit on va faire des SMR à partir de technologies éprouvées, qu'on connaît déjà, qu'on maîtrise déjà, juste on va les miniaturiser, etc. On va faire des SMR. Neward se lance sur un appel d'offres au Royaume-Uni. Royaume-Uni qui est très dynamique sur le nucléaire aujourd'hui et qui veut se doter d'une flotte de SMR. Donc, appel à projet, très bien. Neward se positionne et contre toute attente se retire en disant notre design n'est pas au point. On est un peu surpris. Alors certains qui suivaient le projet de près vous diront vous le voyez venir, bon ça surprend quand même, moi ça m'a surpris. Et on n'a pas plus d'informations si ce n'est que voilà, le design n'est pas au point et au passage Technicatom qui était partenaire au projet claque la porte. Très bien. Bon, on se dit on repart de zéro. Et quelques semaines, même pas quelques mois après, Neward annonce un nouveau projet qui est censé repartir de technologies connues, éprouvées, etc., ce qui était le narratif du début, en disant on va faire un réacteur à eau pressurisé de 400 MW. Et là, quand on connaît un peu le sujet, on est surpris. Pourquoi ? Parce que 400 MW, c'est beaucoup. Et je vérifie, c'est un seul module de 400 MW. Un SMR, c'est moins de 300 MW. C'est pas arbitraire. Pourquoi on dit moins de 300 MW ? Parce qu'on estime que c'est le niveau maximal à lequel on peut pousser ces réacteurs pour permettre ce design standardisé, compact, mobile, etc. Au-dessus, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous devez adapter par exemple votre réseau électrique. De manière très grossière, un SMR, l'idée, vous le posez, vous le branchez à votre réseau électrique, vous avez de l'électricité. Bien sûr, je grossis le trait. Mais c'est un peu comme ça qu'on les vend. Là, 400 MW,
Ça paraît déjà assez lourd à mettre en place. Et puis, ils nous disent, on va faire de la chaleur industrielle, on va répondre à des besoins industriels. Mais oui, mais vous faites un réacteur à eau pressurisée. Si vous atteignez 200 degrés de température, c'est le bout du monde. Mais avec 200 degrés de température, vous n'allez pas faire grand-chose, vous n'allez pas faire de la sidérurgie, vous allez faire de la pâte à papier peut-être, mais pour ce qui est de faire des carburants de synthèse, faire de l'hydrogène, faire de la sidérurgie, mais vous n'y arriverez pas avec un réacteur à eau pressurisée. Donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont complètement dans l'impasse, mais il y a besoin de clarification. Aujourd'hui, on a du mal à voir où New World va et qui sera prêt à acheter un tel réacteur. Les seuls acteurs qui potentiellement pourraient être intéressés, c'est les GAFAM, parce que 400 mégawatts, c'est beaucoup d'électricité, mais en même temps, on l'a dit, vous avez une telle porosité maintenant entre ces acteurs de la big tech américaine et les producteurs de SMR que, à mon avis, ils vont acheter américains ou développer eux-mêmes leurs prototypes, enfin, aller voir à quelle échéance. Donc, aujourd'hui, quand même, il y a de quoi s'inquiéter un petit peu sur la filière des SMR en France et en Europe, d'autant plus que le marché est très concentré. Hein. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'acteurs sur ce segment-là. Hein. Parce que des SMR, pour que ça soit rentable, il faut faire de l'économie d'échelle. Il faut en produire pour réduire les coûts. Et ça, si on est 15 sur le marché, on n'y arrivera pas. Donc vous allez avoir un acteur qui va se lancer, qui va lancer ses séries. Et ça sera très certainement ça. Et qui aujourd'hui en Europe, à part la France, tente de se positionner dessus? Parce qu'on pourrait imaginer la puissance industrielle allemande, mais ils ont cette, comment dirais-je, ce rejet atavique du nucléaire. Donc, qui d'autre que nous? Aujourd'hui, vous avez pas mal de projets en Europe. Vous en avez en République tchèque, vous en avez en Italie. Le Royaume-Uni qui est un petit peu à part. Vous avez les Scandinaves qui travaillent dessus, Finlande, Suède. Vous avez pas mal de projets, mais aujourd'hui, vraiment, des entreprises qui se positionnent fortement, non, vous n'avez pas grand-chose concrètement. Alors, à l'échelle européenne, on a quand même aujourd'hui ce qu'on appelle l'Alliance des SMR. En 2021, la Commission européenne, faut le rappeler, assez hostile au nucléaire, a estimé que ces SMR ne posaient pas de problème de par leur conception, beaucoup plus sûre, beaucoup plus petite, moins de déchets, etc. Donc en soi, ça valait le coup à l'échelle européenne d'investir dans cette filière-là. Bon. Après, vous avez eu tous les débats sur l'alliance des nucléaires, la France qui a fait beaucoup de lobby pour pousser le nucléaire, etc. D'ailleurs, le nucléaire au niveau européen est reconnu comme une énergie verte ou pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Une énergie de transition, c'est une énergie clé en vue de la décarbonation. Alors, vous avez le dernier texte en date qui est le Net Zero Industry Act qui parle du nucléaire comme d'une technologie stratégique, si je ne me trompe pas, au même titre que peuvent l'être les énergies renouvelables, l'hydrogène, etc. Mais bon, le nucléaire dans toutes ses dimensions, pour reprendre la formule consacrée, a été quand même introduit dans ce texte au forceps par la France et quelques alliés. Il y a quand même la question de comment on va faire l'arbitrage à la fin. Parce que toutes ces technologies vont coûter cher. Comment on va répartir les fonds au moment où il faudra prendre des décisions entre l'hydrogène, le renouvelable, etc. Et d'ailleurs, dans le plan, je ne sais pas si vous avez pu regarder, mais là, on a un grand plan, n'est-ce pas, de réarmement de l'Europe militaire. Vous avez évoqué de manière très précise, et merci beaucoup, l'impact des SMR sur le nucléaire, notamment en termes de logistique, de chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'on a une vision européenne là-dessus, de se dire les SMR, ça peut être utile pour... Sur le plan militaire, j'ai rien. Honnêtement, j'ai pas de visibilité là-dessus et honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait. Il y a peut-être quelque chose un petit peu en marge du nucléaire qui serait intéressant de regarder, c'est vis-à-vis de la Space Law. On l'a évoqué très rapidement, le nucléaire, ça peut servir pour faire du spatial, de la propulsion nucléaire spatiale. C'est, pour les intérêts de défense, très important. Parce que ça va permettre d'autonomiser, de rendre permanente notre présence dans le domaine spatial. Aujourd'hui, vous reposez sur des panneaux solaires, etc., qui ont des capacités limitées, qui ne sont pas parfaitement polyvalentes, etc. Donc, quand on regarde les textes européens, le nucléaire est tabou. Aux États-Unis, ils le font depuis très très longtemps. Ils relancent ça très très fort, avec la DARPA notamment. En Russie, ils le font également. Chine, c'est une question de temps. Et en Europe, c'est quelque chose de très tabou. Dans les textes, la boussole stratégique européenne, notamment, le nucléaire est complètement absente en général, et notamment des questions spatiales, alors que ça va être un élément clé d'autonomie spatiale pour des questions de sécurité, de défense, etc., de surveillance également. Donc peut-être on peut regarder à ce niveau-là, c'est là où je verrais apparaître une notion de dualité à court terme au niveau de l'Europe, parce qu'il doit y avoir une Space Law qui doit sortir incessamment sous peu. Mais pour ce qui est des SMR conventionnels, non, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait cette réflexion-là. Et pour être honnête, quand on regarde l'alliance des SMR, donc l'alliance industrielle pour lancer une chaîne industrielle des SMR européens,
quand on voit les projets qui sont crédités par l'Union européenne, moi je suis assez surpris. Parce que dans l'eau, vous avez quand même des projets américains. Ce qui est quand même curieux. Le but, vous voulez faire une chaîne européenne. Votre premier concurrent, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont institutionnalisé l'exportation de SMR. Vous avez une institution qui s'appelle le FIRST, qui fait la promotion des SMR, notamment en Europe, pour vendre leurs technologies. Et quand vous vendez des technologies nucléaires, vous vendez les standards aussi. Bien sûr. Voilà, vous n'allez pas adopter 3, 4, 5 différentes technologies sur votre territoire. Idéalement, vous en avez une. Et pourquoi introduire des projets américains dans la réflexion? Alors on dit oui, mais c'est pour faire des convergences entre l'Occident stratégique, etc. Bon, l'Occident stratégique, ça fait rire beaucoup de gens maintenant. Pour moi, il y a une vraie question là. Je n'ai pas l'impression qu'on aille dans la bonne direction. Ouais, ok. Ouais, c'est très intéressant, mais bon, j'avoue que cette question peut se poser au-delà. Dans la tech, on a les mêmes logiques qui se posent, hein, Ah bah, enfin bien les mêmes sûr. questions qui se posent vis-à-vis du cloud notamment. Donc, bon, et écoutez, il faudra que j'invite un commissaire européen pour lui poser directement la question. On a parlé, on n'est pas très loin de la fin de notre interview, mais j'aimerais qu'on évoque deux sujets avant de conclure, et puis sinon on vous réinvitera. Mais il y a cette question du projet Super Phoenix. Mhm. Moi, j'aimerais bien que vous nous en reparliez, parce que peut-être que c'est un temps dont les plus jeunes d'entre nous ne se souviennent pas. Euh, et est-ce que vous croyez à la relance, pardon, de cette technologie, d'une part, et puis ensuite on parlera un peu climat. Donc bon. Oui. Pour aller très rapidement sur les réacteurs à neutrons rapides, alors pour peut-être clarifier ce que c'est, l'idée c'est que dans une centrale nucléaire conventionnelle, vous faites du combustible nucléaire avec de l'uranium, enrichi en uranium 235 fissible à 5%, etc. Mais au cours de ce process-là, vous allez avoir ce que je vais appeler très rapidement des rebuts de production, vous allez avoir de l'uranium appauvri et Des déchets. des déchets. Comme Voilà. on dit, J'aime pas trop le terme parce qu'on peut quand même valoriser les choses, mais oui, pour faire simple. D'accord. L'idée, c'est qu'on pourrait utiliser ces déchets pour produire de l'électricité dans un réacteur à neutrons rapides. Je ne vais pas sur les aspects techniques. Et potentiellement, ces réacteurs-là seraient même capables de produire leur propre combustible. En fait, vous allez bombarder, en l'occurrence du plutonium, ce qui est un déchet, du plutonium, et par des réactions neutroniques, etc., ces plutoniums vont venir transformer de l'uranium appauvri en plutonium qui pourra être réutilisé en combustible. Pour faire simple, on fait de l'électricité avec des déchets et par là même, on recrée du combustible derrière. Ce qui permettrait d'accéder à un cycle fermé où on ne reposerait que sur les rebuts de production nucléaire, que sur de l'uranium appauvri, que sur des déchets nucléaires qu'on a déjà. On a des stocks considérables, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, on aurait une autonomie sur des centaines d'années potentiellement. Alors vous parlez au conditionnel, mais bon, il y avait un projet qui était... Alors il y avait un projet, même deux. Vous avez Super Phoenix, vous avez Astrid, qui effectivement ont été arrêtés, en l'occurrence particulièrement Super Phoenix, ça a été sur décision politique. Parce qu'on était dans ce contexte où est-ce qu'on va faire du nucléaire, il y a une opinion politique. Il y a eu des débats, mais maintenant on sait que il y avait une logique politique. Il y avait une logique politique derrière, etc. Puis à l'époque, on ne voyait pas la priorité. Bon, voilà. Donc on est quand même 30 ans après. On est 30 ans après. On est 30 ans après, et en soi, que le Conseil de politique nucléaire déterre le cadavre, en ce qui me concerne, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Parce que ce sont des technologies qui peuvent nous apporter plus d'autonomie, sans émissions de gaz à effet de serre, etc. Et aujourd'hui, il faut qu'on développe ces choses-là. Malgré tout, les échéances sont quand même très longues. Là, les échéances qu'on donne, c'est deuxième moitié du siècle, je le disais, 2060. Donc c'est pas pour demain, c'est pas une solution miracle. Il faut insister là-dessus parce que les gens ont beaucoup trop tendance à se focaliser sur ce genre de choses pour se dire c'est bon, il n'y a plus de problème. Voilà, si c'est pas les réacteurs à neutrons rapides, ça sera la fusion nucléaire. Mais c'est pas pour demain. Aujourd'hui, il faut reposer sur ce qu'on a, sur les technologies sur étagère. Donc très bien de relancer cette filière-là. Est-ce que ça va aboutir? Il faut l'espérer, parce qu'il faut tenir ces projets sur le temps long, politiquement. Il faut parvenir à de la rentabilité, parce que sur le papier, certes, techniquement, c'est possible, mais industrialiser, c'est une autre affaire. Donc je ne peux pas vous dire est-ce que ça va marcher ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, parce que c'est vrai, comme vous dites, tenir sur le temps long politiquement, demain, admettons, on a un gouvernement écolo, ça tombe à l'eau, techniquement. Bon, ça, c'est un point. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser une question qui pourrait faire l'objet de tout un entretien, mais c'est pas grave, ce sera quand même ma question de conclusion. Est-ce qu'on peut imaginer une transition énergétique et de répondre aux enjeux climatiques qu'on connaît sans le nucléaire? Elle est intéressante, votre question. Et elle est compliquée. Oui. Oui. Alors, je pense qu'il faut raisonner à deux étapes.
Déjà, la transition énergétique. Donc, transition énergétique, une énergie décarbonée, accessible, à un coût économiquement acceptable pour maintenir notre développement économique. Sur le papier, le nucléaire a énormément d'avantages. C'est une énergie qui est très dense. Certes, on a besoin d'uranium. L'uranium, il faut quand même s'en doter, c'est compliqué. Mais bon, on en a. Et on ne produit pas de gaz à effet... Enfin, c'est une énergie bas carbone. Si on met de côté les activités minières, etc., c'est tout à fait intéressant. Pour autant, il y a quand même déjà une limite, c'est que c'est des temps d'investissement qui sont longs, etc. Même si la Chine arrive quand même à produire des réacteurs tous les 3 ans, bon, ça reste quand même une dynamique longue à mettre en place. Et puis, si vous regardez aujourd'hui sur le mix énergétique mondial, le nucléaire, c'est en queue de peloton. Hein, c'est 2-3% du mix énergétique mondial. Mix énergétique, hein, pas mix électrique. Si vous multipliez par 3, bon, vous êtes toujours sur pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est quand même une énergie qui est pilotable. Donc, si on a un mix qui est très renouvelable, donc intermittent par essence, avoir ce type d'énergie pilotable, ça a des avantages, c'est clair. Après, prenons un petit peu de hauteur. Et parlons maintenant de transition écologique. La transition écologique, ce n'est pas que la transition énergétique. Là-dedans, vous avez les questions d'artificialisation des sols, vous avez les questions d'intrants chimiques dans l'environnement, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau. Vous avez beaucoup de choses là-dedans pour maintenir les équilibres qui permettent à notre planète d'être vivable. Aujourd'hui, est-ce que accumuler les capacités énergétiques, booster au maximum l'offre énergétique pour décupler nos capacités productives, pour détériorer ces limites planétaires, est-ce que ça a un sens ? Honnêtement, on a beaucoup parlé des SMR. Si vous regardez les projets, qu'ils soient chinois, américains, même européens, hein, le but c'est quoi ? Le but c'est de continuer à produire de l'énergie pour relancer des industries. Vous avez explicitement des projets comme Westinghouse, de l'acteur américain Westinghouse, qui visent à déployer des SMR sur des sites miniers pour faire de la liquéfaction de charbon, pour faire du pétrole, du combustible à partir de charbon, pour faire fonctionner les camions. Qu'est-ce qu'il y a d'écologique là-dedans ? Et quand je vous parle d'écologie, je ne vous dis pas de sauver les baleines. Je vous parle vraiment de maintenir l'équilibre planétaire. Pour notre survie, tout simplement. Côté chinois, c'est la même chose. On fait des barges flottantes, pas seulement pour aller décarboner les industries sur le rivage, mais aussi pour aller alimenter des plateformes pétrolières, pour faire de l'extraction minière en profondeur. Donc, quelle est la logique ici ? Donc, pour moi, le nucléaire, cette idée de écolo ou pas écolo, pour moi, la question, elle n'est pas là. La question, c'est pas est-ce que la technologie est bonne par essence ou pas. Ça dépend de ce qu'on en fait. Faire du nucléaire, c'est très bien. Mais si c'est pour faire du nucléaire, pour aller creuser toujours plus loin, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Donc, pour moi, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est pas comment augmenter notre offre en énergie décarbonée, mais plutôt regarder au niveau de la demande. Aujourd'hui, notre demande en énergie, elle est en roue libre. Aujourd'hui, elle se transforme. On parle plus d'électrification. Et on se dit, bon, l'électricité, ça ne fait pas, si c'est du nucléaire, bas carbone. Mais oui, mais si c'est pour alimenter des activités extractives, quel est l'intérêt ? Donc concrètement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se poser de réguler cette demande-là au travers de ce qu'on appelle la sobriété ? Ça choque toujours quand on parle de ça, parce que ça donne un côté un petit peu écolo-extrémiste, etc. Mais c'est ça la vraie question aujourd'hui. Et c'est une question aussi d'autonomie stratégique. Si vous creusez encore comme ça vos besoins en énergie, vous allez avoir besoin de matières premières. Le nucléaire, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais le nucléaire, vous avez besoin d'uranium. Il y a une vraie question sur la disponibilité de l'uranium. Je ne dis pas qu'on va avoir une pénurie d'uranium, on n'en aura pas. Mais demain, l'uranium peut devenir très cher, ou l'accès à l'uranium peut être de plus en plus conditionné. Et on peut perdre en souveraineté au travers de ça. Il faut vraiment se poser la question. Donc pour moi, c'est ça la vraie question climatique. C'est pas de savoir nucléaire, renouvelable. Ça n'a pas de sens. Si c'est pour faire toujours plus d'énergie, ça n'a pas de sens. En revanche, regardons plutôt du côté de la demande pour avoir une approche beaucoup plus sobre, réduire notre consommation d'énergie. Et c'est possible. Quand on a eu le début de la guerre en Ukraine, qu'on pensait avoir des pannes de courant, on a réduit notre consommation de gaz de manière significative. Donc c'est possible et c'est peut-être ça la priorité. Très, très intéressant. Votre conclusion qu'on pourrait résumer par sur des questions aussi complexes, on ne peut pas avoir de réponse simple et dogmatique. Et quelque part, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Jardin, Merci à d'avoir vous. participé à cet entretien Le Cercle pour la chaîne Risque Intel Média sur les questions énergétiques. C'était passionnant. On est ravis de vous avoir accueilli. Le public, j'espère que vous avez adoré cet entretien. Moi, j'ai passé un très bon moment. Donc, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. En tout cas, argumentez, soyez toujours poli dans l'espace commentaire. Ça nous donnera de la force et ça nous permettra toujours de vous proposer des nouveaux contenus, des nouveaux décryptages avec des experts toujours plus pertinent. Merci beaucoup Frédéric Merci à Jardin vous. et à bientôt. À bientôt.